Alors, je vous propose de bien comprendre ce premier chapitre du programme d'SVT de sixième qui s'intitule Découvrir notre environnement. Alors, la question que l'on se pose, c'est la suivante. De quoi est composé notre environnement? Bien, pour répondre à cette question, nous avons fait plusieurs sorties à l'intérieur du collège. On a observé des animaux, on a observé des végétaux et on a observé tous les éléments qui composent notre environnement. Alors, au cours de ce travail d'observation, on s'est rendu compte que notre environnement, c'est-à-dire ce qui est autour du collège, est composé d'éléments très variés. Ça signifie d'éléments très différents, comme la poubelle en aluminium, la borne d'incendie, le catalpa, le robinet faux acacia, etc. Pourtant, tous ces éléments, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions les classer dans deux groupes. Le premier groupe que l'on a appelé le groupe du vivant et un deuxième groupe, le groupe du non-vivant. En classe, nous avons ensemble essayé de donner une définition au groupe du vivant. On s'est posé la question suivante, que doit-on mettre dans le groupe du vivant? Et tous ensemble, on s'est rendu compte que dans le groupe du vivant, on peut mettre deux choses. La première chose, ce sont les êtres vivants. La deuxième chose, c'est ce que l'on appelle les restes. C'est tout ce qui est produit par les êtres vivants. Nous avons ensuite travaillé dans le détail l'expression être vivant. Cette expression a déjà été étudiée à l'école primaire. Les êtres vivants sont composés par les animaux et les végétaux. Les êtres vivants présentent 5 fonctions. Ils peuvent se nourrir, ils peuvent grandir, respirer, se reproduire et mourir. Voilà tout ce qui regroupe les êtres vivants. Ensuite, ces êtres vivants produisent de la matière. Par exemple, le catalpa produit des feuilles, produit aussi du bois. Donc, on met aussi dans le groupe du vivant tout ce qui a été produit par un être vivant, comme par exemple une feuille tombée d'un arbre, une plume perdue par un oiseau, un cheveu ou une dent perdue par un élève. On a fait 2 remarques en classe encore. On a pris un exemple et on s'est interrogé sur le meuble en chêne qui est au milieu du salon à la maison. Et on s'est posé la question, dans quel groupe positionner ce meuble en chêne? La plupart des élèves ont dit, à juste titre, on va mettre le meuble en chêne dans le groupe du vivant. Pourquoi? Parce que c'est un reste, il a été produit par un être vivant. Il est à noter aussi que le meuble en chêne n'est pas un être vivant. Pourquoi? Parce qu'il ne se nourrit pas, il ne grandit pas, il ne respire pas, etc. Et nous avons terminé l'étude du groupe du vivant par une deuxième remarque. Tous les êtres vivants, ainsi que leur reste, sont composés d'une matière que l'on appelle la matière organique. Ce qui veut dire, le catalpa est composé de matière organique. L'élève est composé de matière organique. La feuille tombée d'un arbre est elle aussi composée de matière organique. Passons maintenant au deuxième groupe, le groupe du non-vivant. Eh bien, à partir de notre travail d'observation, on s'est rendu compte que l'on peut classer dans le groupe du non-vivant l'eau, l'air et les roches. L'eau de la mare, par exemple, l'air qui nous entoure. C'est pas parce que l'air est invisible que l'air n'existe pas. Il suffit de bouger sa main à côté de la joue pour se rendre compte que c'est de la matière. Et enfin, les roches. Et on rajoute aussi tout ce qui a été fabriqué par l'homme à partir des roches, comme le ciment, le plâtre, le verre, les tuiles, les briques, le parpaing, le goudron, bref, de nombreux éléments que nous avons pu observer au sein du collège. Première remarque concernant le groupe du non-vivant. L'eau, l'air et les roches sont composés de matière minérale. L'eau est de la matière minérale. L'air est composé de matière minérale, ainsi que les roches. Donc, en fait, lorsqu'on observe notre environnement,
On se rend compte qu'il est composé d'éléments très très variés. Malgré tout, tous ces éléments peuvent être classés dans deux groupes, le groupe du vivant et le groupe du non-vivant. En fait, autour de nous, dans notre environnement, il n'existe que deux matières, la matière organique et la matière minérale. Pour terminer, dans la quatrième partie, nous avons travaillé sur les relations entre les différents éléments qui composent notre environnement. On s'est rendu compte que tous les éléments de notre environnement sont reliés. Par exemple, les êtres vivants eux-mêmes sont reliés. Nous avons observé un oiseau nourrir son oisillon. C'est une relation d'alimentation. On a vu ensuite une maman réprimander son enfant. C'est une relation d'éducation. Et aussi dans la vidéo, on a vu des animaux pratiquer la parade nuptiale pour se reproduire. C'est aussi une relation entre des êtres vivants. Il existe aussi de nombreuses relations entre des éléments qui appartiennent au groupe du vivant et des éléments qui appartiennent au groupe du non-vivant. Par exemple, au quotidien, quand nous mangeons, on se nourrit d'animaux, de végétaux, mais aussi nous consommons de l'eau. On respire en permanence l'air. Nous avons observé dans la mare des poissons qui nagent dans l'eau de la mare. Ils s'appuient donc sur l'eau pour nager. Voilà, tout cela pour dire en fait que tous les éléments qui composent notre environnement sont tous liés les uns aux autres. Le risque serait donc de détruire l'un de ces éléments. Cela risquerait d'engendrer un déséquilibre dans notre environnement, dont les conséquences pourraient être préjudiciables pour nous comme pour les générations futures. Ainsi, nous avons noté dans le bilan du chapitre 1 que les différents éléments de l'environnement sont tous liés les uns aux autres. Détruire l'un de ces éléments risquerait de détruire tout l'environnement. Voilà, nous arrivons à la fin du chapitre. Pour vérifier si le chapitre est bien maîtrisé, il suffit d'être capable de répondre à ces questions. Si c'est le cas, cela signifie que l'élève a bien compris et bien appris sa leçon, et donc il est prêt pour l'évaluation.